Bien, alors comme je disais donc, l'étape suivante, une fois que les entités ont été créées et que la base de données a été générée, on va commencer par créer les interfaces GPA Repository et qui vont faire appel à Spring Data. Alors pour cela, donc, on va créer des interfaces. C'est très simple. Alors on va créer une interface GPA Repository pour client. Alors on va utiliser le package DAO, si vous voulez. Alors c'est très simple, pour utiliser donc Spring Data, il suffit d'hériter de GPA Repository. Alors vous aurez besoin de spécifier juste quelle est l'entité que vous voulez gérer, c'est l'entité client. Et il faut faire attention parce que parfois, quand vous importez les clients, il y a plein de classes et d'interfaces clients. Il faut que ça soit bien votre entité. Alors le type de la clé primaire, c'est long. C'est tout. Alors on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. On va créer une autre interface pour employé. Repository. Extend GPA Repository. Alors, on va créer une interface pour gérer les employés avec GPA. Le type de la clé primaire, c'est langue. On crée une interface pour gérer les comptes. Alors, la même chose, on va spécifier l'entité qu'on va gérer ces comptes. Le type, c'est string. De la clé primaire, c'est string. Quoi d'autre? Les opérations. Extend GPA Repository. Opération. Le type de la clé primaire, c'est langue. On crée également une interface pour les employés. On a déjà fait pour employés. Reste groupe. Repository. Groupe repository, voilà. Il y a un R qui manque. Extend GPA Repository. Alors l'entité c'est groupe. Le type c'est langue. Alors on a créé les entités pour le moment. Ça veut dire qu'on on va réutiliser toutes les opérations qui permettent d'ajouter, de supprimer, de rechercher les entités, l'ensemble des entités dans la base de données. Donc je n'ai pas besoin de programmer ça. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ici Spring Data. Il faut bien comprendre au niveau de l'architecture. Nous avons créé que les interfaces GPA Repository, mais nous avons hérité de Spring Data. Alors c'est Spring Data qui va injecter par la suite les implémentations nécessaires pour gérer les entités avec Entity Manager. C'est bon? On a encore un peu de temps. Alors on va maintenant, on va commencer à créer un microservice pour chaque entité. On commence tout d'abord par client. On va faire l'exemple d'employé et après on va faire l'exemple de compte, avant de faire l'exemple des opérations. Alors pour cela, alors si vous voulez, la dernière fois quand je vous ai créé l'application, on a créé les interfaces GPA Repository et après on est passé directement vers le service. Ça vous pouvez le faire. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Souvent, vous aurez besoin d'implémenter la logique métier. Alors, ce qui fait que, si vous voulez garder donc une bonne architecture de votre application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une couche métier. On va créer une interface client métier dans le package métier. Alors, alors pour le moment, on va dire que pour client, cette interface, j'ai besoin d'implémenter les deux opérations. Une méthode pour ajouter un client. Alors pour enregistrer le client, j'ai besoin de donner comme objet client. Pourquoi ne pas créer une seule classe générique, une seule interface générique? Si, vous pouvez le faire. Alors, si vous avez les mêmes opérations. Alors,
C'est donc, en cas, le cas général, c'est que vous avez des opérations qui sont différentes. Alors donc save client et j'ai besoin juste de consulter la liste des clients. On va faire juste quelque chose de plus simple. C'est-à-dire que pour la gestion des clients, j'ai besoin d'une opération qui permet de retourner la liste des clients. Je vais l'appeler liste client. C'est tout. Alors je crée une implémentation de cette interface. Client, métier, implémentation. Implémenter l'interface client métier. Vous allez redéfinir les méthodes. Ça veut dire que ici, mon application permet d'ajouter un client et de consulter tous les clients. C'est les spécifications métier. Alors, on aura besoin de faire appel à GPA repository. Donc, on va déclarer un objet de type client repository. Client repository. Alors, pour faire l'injection des dépendances, on utilise AutoWire. Ça veut dire que je demande à Spring d'injecter une implémentation de cette interface. Donc, ce n'est pas à moi de le faire, donc c'est Spring qui va l'injecter. Mais pour que Spring puisse instancier, puisse considérer que cette classe comme étant un bin Spring, c'est un objet Spring, alors on aura besoin d'utiliser la notation service. Généralement, la notation service, il est utilisé pour les objets de la couche métier. Alors, on a déjà vu l'année dernière que pour faire l'injection des dépendances, on a deux solutions, soit via XML ou bien via les annotations. Alors, si vous voulez que Spring instancie un bin qui se trouve dans votre application pour reconnaître les composants Spring, donc il y a des annotations comme par exemple l'annotation service qui est généralement utilisée pour la couche métier. Sinon, il faut utiliser l'annotation component. En fait, l'annotation component de Spring permet d'indiquer qu'il s'agit également d'un composant Spring. Alors, si vous n'utilisez pas service ou bien component, cette injection, en fait, la classe ne sera pas considérée comme étant un bin Spring. Et du coup, donc, cette injection-là ne va pas marcher. L'injection AutoWire ne va pas fonctionner. Alors, dans notre cas, l'idéal pour nous, c'est d'utiliser la notation service. Alors ici, donc, on va juste appeler return client repository. J'appelle une méthode save qui est déjà fournie par Spring Data. C'est ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, client repository. Find all. C'est fait. Alors, voilà la couche métier. Alors, je vais créer maintenant le microservice. Je termine pour le métier, plutôt pour le client. Donc, je vais créer une classe que je vais appeler client REST service. Alors, le package service. Donc, je vais gérer donc le client à travers un service RESTful. Alors, comme on utilise Spring, on va utiliser donc REST controller pour définir un contrôleur qui va fonctionner en mode REST. J'ai besoin de faire appel à la couche métier, notamment l'interface client métier. Client métier. Alors, pour faire l'injection des dépendances, c'est AutoWired. Mais après, j'ai besoin de créer une méthode qui permet d'ajouter et de consulter la liste. Alors, généralement, comme ces méthodes sont déjà définies dans l'interface, il y a un moyen de générer le squelette des méthodes. Alors, ici, c'est ce que nous appelons les delegate methods. C'est-à-dire, je voudrais créer des méthodes par délégation. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends juste l'attribut source, générer delegate méthode. Alors, quelles sont les méthodes? Donc, il y a list client et save client. Vous voyez, donc, vous n'avez pas besoin de... Quand vous avez des méthodes qui se trouvent dans l'interface composée, vous pouvez les générer directement. Alors, ce qu'on va juste ajouter, c'est... Alors, pour accéder à save client, on va utiliser un request mapping. Alors, on va utiliser value égale / client. Et après la méthode. Alors, méthode. Alors, on a déjà expliqué dans RESTful pour ajouter on utilise la méthode post. Pour consulter, c'est get. Pour faire la mise à jour, c'est put. Et pour supprimer, c'est delete. Alors ici, donc, je vais utiliser request méthode
point post. Alors pour consulter, non, justement, bah, ça, si vous respectez la norme RESTful, c'est que quand vous gérez les clients, vous mettez slash client, pluriel. Et après, si c'est une requête post, c'est pour ajouter. Si c'est put, c'est pour faire la mise à jour. Si c'est get, c'est pour consulter. D'ailleurs, vous allez remarquer ici, j'utilise également client. Alors, les règles de RESTful, c'est que généralement, c'est comme ça qu'on fait. Alors, ici, donc, je vais utiliser get. Donc, ça veut dire que si vous envoyez une requête avec get vers client, vous aurez la liste. Si vous envoyez une requête post vers client, vous allez avoir un client. Alors, sauf que quand on envoie une requête avec post, on suppose que les données du client seront envoyées en format JSON. Alors, c'est pour cela qu'au niveau du paramètre client, on va utiliser la notation request body. En fait, request body, c'est pour indiquer à Spring comme quoi il devrait récupérer les données du client dans le corps de la requête, et ces données-là, elles sont en format JSON. Et après, il va les désérialiser. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on travaille avec REST Controller, notamment avec la méthode POST. Bon, la dernière fois, je n'ai pas traité ça. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé que des méthodes GET, n'est-ce pas? Mais on n'avait pas respecté la norme RESTful. Donc, en principe, c'est ce que vous allez faire. Alors maintenant, pour tester, alors vous savez qu'il y a en fait, il y a deux annotations. Il y a request body, mais également il y a response body. Alors ça veut dire quoi response body? Ça veut dire que le résultat, il va être généré en format JSON dans le corps de la réponse. Et request body, ça veut dire que les données de la requête, il va les récupérer dans le corps de la requête. Ils sont supposés en format JSON. Mais sauf qu'au moment que vous avez utilisé REST Controller, vous n'avez pas besoin de spécifier REST body, implicite. C'est-à-dire, on suppose que tout ce que vous retournez, il va le retourner en format JSON. Mais sinon, si vous avez utilisé controller au lieu de REST controller, il faut utiliser REST. Il faut utiliser plutôt response body, parce que c'est le moyen avec lequel vous spécifiez à Spring comme quoi le résultat, il va le sérialiser dans le corps de la réponse. Alors pour tester, on va juste arrêter. Oui. Non. Alors justement, c'est ça le RESTful. Alors si vous voulez gérer le client, toutes les requêtes vers client, c'est client, comme ça. Alors vous pouvez mettre ici save client et là consulter client. Il n'y a personne qui va vous empêcher de le faire, n'est-ce pas? Mais du moment que dans la norme RESTful, pour indiquer qu'on est en train toujours de gérer la ressource client, plutôt le path, il est toujours le même, client. Mais après, par la suite, donc on va changer les paramètres en fonction bien sûr, des méthodes. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, j'ai redémarré. Bon, je vais arrêter. Bon, j'ai arrêté. Alors, je démarre. Alors, pour tester ce service-là, on va le tester avec un client REST. Alors, si vous utilisez directement localhost / client, ça c'est quelle requête là? C'est une requête avec get. Le résultat, vous avez la liste des clients. Mais pour le moment, on n'a pas encore ajouté des clients, n'est-ce pas? Mais si vous voulez ajouter, on ne peut pas envoyer une requête avec get. Il faut envoyer une requête avec post. Alors, je vous recommande d'utiliser un utilitaire. Alors, dans Google Chrome, vous utilisez un plugin REST Advanced REST Client. Donc ça, c'est un plugin que vous installez dans Google Chrome et qui vous permet de tester facilement les services RESTful. Alors justement, l'avantage, c'est que ici, vous spécifiez quel est l'URL que vous voulez tester, c'est client. Alors maintenant, si vous envoyez une requête avec get, send, bon, vous aurez le résultat. La taille, il n'y a pas d'éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer une requête avec post. Alors, quand vous envoyez une requête avec post, vous avez les en-têtes. Alors, s'il y a des en-têtes à envoyer, on va les spécifier ici. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin d'envoyer d'en-tête, mais il y a le corps. Mais le corps de la requête HTTP, il contient des données en quel format? Alors, je spécifie comme quoi je vais envoyer les données en format
JSON. C'est-à-dire que le client que je vais envoyer, je dois l'écrire comme ça. Alors je vais envoyer un client dans... Alors je n'ai pas besoin de spécifier le code client, n'est-ce pas? Je mets que le nom client, deux points, c'est quoi sa valeur? Par exemple, j'ai un client A. Alors je n'ai pas besoin d'envoyer le code parce qu'il est auto-increment. Alors send. Alors vous voyez donc ici, donc vous avez le résultat. Donc on vient d'ajouter un client en utilisant une requête envoyée avec la méthode post. Je vais ajouter un client B, un client C. Alors pour le moment, vous voyez donc la collection des comptes, elle est nulle. Parce qu'en fait, pour le moment, on n'a pas encore associé des comptes à ce client. Donc un client qui n'a pas de compte. Alors si vous consultez avec get slash client, alors vous avez la liste des clients. Alors vous avez le code client, le nom client et la liste des comptes. C'est clair? Supposons que quand je consulte le client, je n'ai pas besoin de récupérer la liste des comptes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est pas... Alors, si vous allez vers la classe client, alors il a parlé tout à l'heure d'un problème. Si vous allez vers la classe client, parce que d'ailleurs, pour le moment, on n'a pas encore ajouté des comptes. Nous avons, entre client et compte, nous avons une association qui est bidirectionnelle. Alors, imaginez qu'un client a des comptes. Et après, vous demandez, par exemple, de retourner le compte en format JSON. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir en format JSON le code, le nom, mais il va trouver la liste des comptes. Et pour chaque compte, il va vers la classe, il va vers l'objet compte. Il va convertir le numéro, la date, le solde, mais il va trouver un objet de type. Il va encore revenir vers client. Il va le convertir en JSON. Il trouve le compte. Il revient vers compte. C'est quoi le risque qu'on peut avoir par la suite? On va avoir une récursivité. Alors d'ailleurs, vous allez le constater tout à l'heure. Pour le moment, je ne vais pas vous montrer la solution, mais il faut qu'on tombe tout d'abord sur le problème, comme ça vous allez le voir. Parce que c'est un problème qui risque carrément de bloquer votre application parfois. Donc, vous attendez assez de temps. C'est bon? Alors, on peut dire que nous avons créé un microservice qui permet de gérer le client. Parce que je peux ajouter le client, je peux consulter la liste des clients. Alors, je passe au microservice employé. J'ai pas 5 minutes pour faire ça. Il nous reste combien de temps? 5. Alors, on va faire pour... après la pause. C'est déjà la pause. Ah, c'est déjà la pause, alors. Alors, on va faire pour... Bien. Donc, on vient de créer donc, le microservice pour le client. On va faire la même chose pour employé. Bon, ça veut dire que on aura besoin de créer, donc, tout d'abord pour la couche métier, on va créer les deux interfaces. Alors, l'interface qu'on va appeler employé métier. Alors, employé métier, donc on aura besoin d'une méthode qui permet d'ajouter un employé. Save employé. Alors, si vous voyez que pratiquement les interfaces des entités sont presque les mêmes, vous allez penser à créer une interface qui est générique. Donc, pour ne pas à chaque fois reprendre, mais en tout cas, de toute façon, vous aurez besoin de déclarer les entités comme il faut. Alors, la même chose, donc j'ai besoin de consulter une liste d'employés. Bon, ce n'est pas la partie la plus importante de l'application, mais liste employés. On va créer une implémentation de cette interface. On va l'appeler employé métier implémentation. On implémente l'interface employé métier.
On redéfinit les méthodes. Alors nous avons à utiliser la notation service. On fait appel à la couche DAO, c'est-à-dire l'interface employé repository. Alors employé repository. Et après ici, donc on va retourner employé repository point save l'employé E. Et là on va retourner donc employé repository. On fait appel à la méthode Spring Data Find All qui permet de retourner la liste des employés. Alors on passe au microservice. Employé REST service. Alors la même chose, donc c'est un service REST controller. On aura besoin de faire appel à la couche métier, employé métier. Les employés métiers. L'injection des dépendances avec la notation hotwired. Et la même chose, on va générer les méthodes par délégation. Source, générer, delegate méthode. Alors, j'ai besoin de créer une méthode qui permet d'ajouter l'employé. Bon, là, je vais réutiliser les mêmes annotations que tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai d'un côté request mapping. Alors, à la place de client, on va utiliser employé. Ça, c'est post. Et ici, on va utiliser get. Vous suivez? Alors, c'est pas le cas de derrière. Hein. C'est toujours, vous êtes toujours très occupé. Alors, derrière... Ah, je vais non, parce que donc, ma tête, elle est en train de penser à pas mal de choses. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans des détails. Alors, je parlais les gens derrière. Bon, il y en a quelques-uns parfois qui s'amusent beaucoup à travailler sur leur machine, mais de temps en temps, je vous le dis bien. Donc, c'est le moment plutôt de suivre et de poser des questions. Alors, je démarre l'application. Et on va tester. Alors, la même chose, donc, la liste des employés. Liste des employés. Il n'a pas encore démarré, je crois. Si. Ah, il y a une exception. Dans implémentation, nul, pointer. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Hotwired. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, dans la couche métier déjà, employé métier. Nous avons ça, métier implémentation, c'est normal. Ça ne va pas marcher. Merci d'avoir remarqué ça. Donc, ici, il faut faire l'injection avec hotwired. Sinon, vous avez nul pointer exception. C'est normal. Alors, on va introduire les problèmes techniques, on va dire, progressivement. Alors, déjà pour les employés. Alors, pour ajouter un employé, donc je reviens vers REST client. Alors, je vais envoyer une requête vers employé avec post. Pour ajouter un employé, donc j'ai ici les informations sur l'employé. Alors, pour le moment, j'ai besoin de spécifier le nom de l'employé. Par exemple, j'ai l'employé E1. Alors, un employé possède un supérieur hiérarchique. Normalement, je devrais, à chaque fois que je crée un employé, je devrais spécifier son supérieur hiérarchique. Alors, si je ne le spécifie pas, on va regarder ce qui va se passer. Bon, par défaut, il est nul. Alors, si je regarde ce qui se passe au niveau de la base de données, localhost,
employé. Alors je vois que j'ai ajouté un employé avec le nom de l'employé. Pourquoi c'est nul? Le nom de l'employé il est également nul. Normalement, ça devrait être nom employé et code employé sup. Pourquoi le nom employé? Bon, ça je peux comprendre. On n'a pas spécifié donc il est nul. Mais pour le nom, non employé, on l'a mal écrit, je crois. Non employé. Il y a quelque chose qui manque, non? C'est bon? Oui, c'est normal que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous avez oublié d'utiliser la notation request body. C'est-à-dire que il ne récupère pas les données qui se trouvent dans le corps de la requête. Alors pour le moment, donc, je serai obligé à chaque fois de redémarrer l'application. Mais il y a bien un moyen, il y a un plugin que vous pouvez ajouter à pom.xml si vous voulez que dans Eclipse, il recharge le contexte à chaque fois que vous modifiez. Mais pour le moment, ça ne convient comme ça. Alors je vais ajouter donc l'employé E2. Non, employé. Alors je crois que j'étais plus... Non, mais c'est pas ici que je vais mettre... C'est pas ici que je vais utiliser request body. Vous suivez pas. Alors là, je suis dans la couche meeting, n'est-ce pas? C'est dans le service. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est ici. C'est dans le contrôleur, REST control. Donc request body. C'est normal. L'employé E3. Alors là, c'est bon, ça marche. On affiche les employés. Donc je vois ici donc 3 employés. Alors ici donc je voudrais créer un employé qui possède un supérieur hiérarchique. Alors le client devrait envoyer la requête suivante. Je vais créer un employé E4, virgule. Il y a l'attribut employé. Comment on l'appelait? Sup. Alors c'est un objet. Donc c'est un objet JSON. Donc je dois ouvrir les accolades, n'est-ce pas? Donc employé sup, c'est quoi sa valeur? Alors le code, tout ce que je connais c'est le code employé. Alors sa valeur c'est donc j'envoie, je veux ajouter un employé appartenant à un employé supérieur hiérarchique. Vous allez remarquer ici donc il est ajouté avec l'employé supérieur hiérarchique qui est bien là-bas. C'est vrai que son nom il est nul parce qu'on ne l'avait pas spécifié avant. Mais si vous regardez bien donc la base de données, vous avez ici E4, son supérieur hiérarchique c'est 1. C'est bon? Alors E5, le supérieur hiérarchique c'est E1. E6, son supérieur hiérarchique c'est 2. E6. Alors maintenant, supposons, regardez bien, supposons, quand je consulte l'employé, je veux consulter que les informations sur l'employé. Je ne veux pas avoir les informations sur le supérieur hiérarchique, n'est-ce pas? Parce que là, ça peut, à un moment donné, quand je consulte les données, quand j'envoie une requête, généralement, l'application a besoin que des informations précises. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser la notation JSON ignore. Elle est très importante dans la sérialisation JSON. Alors, en fait, pour XML, on utilise la notation XML transient. Vous vous rappelez, JAXB. Alors, l'équivalent dans JSON, c'est la notation JSON ignore. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Alors, dans l'entité employé, vous avez un attribut qui s'appelle employé sup. Vous avez les get et set. Alors, dans get, de préférence, get employé sup, je vais utiliser la notation JSON ignore. Alors, je la laisse comme ça. Alors, en fait, le fait d'ajouter la notation JSON ignore à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand je consulte
quand je consulte un employé, je ne vais avoir que les informations sur l'employé, à savoir le code, le nom, mais également il va ajouter les groupes. Alors même si je ne veux pas afficher, plutôt sérialiser les groupes en format JSON, je dois faire la même chose. Alors c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors je consulte la liste des employés. Alors je vois que pour chaque employé, vous avez le code, le nom, et vous avez la liste des groupes. Supposons que je ne voudrais pas avoir les groupes dans la liste. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, la même chose. Dans la collection get group, je vais utiliser la notation JSON ignore. Alors, employé. Alors, vous voyez donc ici, j'ai que le code de l'employé et le nom de l'employé. Alors, JSON ignore, donc il est très important parce que de toute façon, quand je consulte une entité, je ne suis pas obligé de ramener avec toute la hiérarchie qui dépend de l'entité, ce qui parfois pèse trop lourd pour les applications, soit web, soit mobile. Donc, vous aurez besoin de récupérer que les informations sur l'entité. Alors maintenant, si vous voulez les entités en relation, vous appelez d'autres méthodes qui permettent de retourner ces résultats-là. Par exemple, vous voulez savoir les groupes de cet employé, je dois définir une méthode qui permet de retourner les groupes de l'employé, de préférence. Hein, pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de surcharger donc, les résultats avec beaucoup de données, peut-être qui ne vont pas être utilisées au niveau de l'application. C'est bon? Mais il y a un problème qu'il faut régler encore. Regardez. Supposons, imaginez que je vais ajouter un nouvel employé, E7, qui appartient plutôt dans le supérieur hiérarchique, c'est l'employé dans le code I2, envoyé. Bon, il est ajouté. Mais si vous regardez la base de données, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Enfin, un grand problème. Regardez. E7, c'est quoi son supérieur hiérarchique? C'est nul. Vous voyez donc la notation de JSON ignore, il a été utilisé ici pour dire, voilà, quand je convertis un objet employé en format JSON, ce n'est pas la peine de prendre en considération le supérieur hiérarchique. En même temps, si on a l'inverse, c'est-à-dire des données de JSON vers l'objet employé, si on a par exemple des données d'un employé, il va l'ignorer. Donc il va l'ignorer en get et en set. Alors maintenant, ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais qu'il l'ignore uniquement en get. Alors pour résoudre ce problème-là, vous aurez besoin d'ajouter une autre annotation. Alors sur get employé, on a utilisé donc JSON ignore. Et sur set employé, on va utiliser JSON setter. Alors la notation de JSON setter, donc il permet voilà, de dire, voilà, s'il y a des données qui viennent en format JSON, ils vont être prises en considération. Donc il y aura la désérialisation de JSON qui va marcher. Alors vous allez voir qu'ici, on a réglé le problème. Donc deux annotations importantes quand vous avez des associations en relation. Ça c'est important. Donc vous avez JSON ignore, on va beaucoup l'utiliser pour la suite. Et JSON setter, vous en aurez besoin sur les setters. Pourquoi? Parce que quand vous créez une association, vous aurez besoin quand même plutôt quand vous envoyez une entité, vous aurez besoin de lui associer les entités connexes. Ben, donc si je reviens vers l'application, j'ajoute un employé E8 avec le code employé C2, supérieur hiérarchique. Alors si je vois bien, donc je vois cette fois-ci, ça marche. C'est bon? Vous avez compris? Parfait. Alors on a terminé pour le cas d'employé. On va passer maintenant à la partie compte. On va créer donc, ça c'est une partie qui est relativement différente. On va créer un microservice qui permet tout simplement de créer un compte et de consulter un compte. Alors dans la couche métier, on va créer à nouveau une interface qu'on va appeler compte métier. Alors dans le compte métier, on va créer une méthode qui permet de retourner un compte. La méthode, on va l'appeler saveCount. Je lui donne comme paramètre un compte.
Sachant qu'un compte, c'est une classe abstraite. On est bien d'accord. Un compte, ça peut être soit un compte courant, soit un compte épargne. Mais pour moi, je vais ajouter un compte. Ça peut être un compte courant, comme ça peut être un compte épargne. Et dans les besoins, j'ai besoin de créer une méthode qui permet de retourner un compte. La méthode, je vais l'appeler getCount. Alors, pour consulter un compte, j'ai besoin de connaître le code. Alors, j'implémente cette interface. Compte métier, implémentation. Compte métier. Je redéfinis les méthodes. Donc ça, c'est un service, c'est un composant Spring de la couche métier. Et après, j'ai besoin de faire appel à la couche DAO via l'interface compte repository. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je lui demande d'habitude contrôle espace, il me cherche un peu, il me propose le nom de la variable. Alors compte repository. AutoWired. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va consulter le compte. Donc tout simplement, on va utiliser donc le compte repository. Point. La méthode s'appelle, ça c'est ajouter, c'est save. Save C, CP. Et là, on va retourner compte repository. Point get one. Get one. Find one. De préférence, find one. Get one, c'est un peu, il est ancien. Find one. Code. Alors maintenant, on va créer le microservice pour gérer les comptes. Alors la classe, je vais l'appeler compte rest service. Alors, on peut comprendre une chose on commence déjà à avoir une méthode de travail, n'est-ce pas? Quand on a une méthode de travail, on peut déjà estimer un peu l'évolution du travail. Et surtout que la livraison, rappelez-vous quand on a parlé de l'approche par microservice, la livraison en continu. Je ne vais pas attendre jusqu'à ce que je termine tout. Je vous donne le projet et après je vous dis par exemple, demain je vais consulter les comptes. Vous avez déjà développé les comptes, vous les avez déployés, ça marche, je teste. Après-demain, je vais déployer le microservice pour la gestion des opérations. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je développe, je déploie les microservices. Et du coup, donc, ils peuvent être exploités au fur et à mesure que vous développez le projet. Ça veut dire que le client final, il reçoit, c'est de la livraison en continu, n'est-ce pas? Sauf qu'ici, pour le moment, on a quand même beaucoup de dépendance entre c'est-à-dire plutôt on travaille sur le même projet, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute un micro-projet, il va falloir le redémarrer, le redéployer. Mais pour le moment, on est déjà dans la bonne approche. Après, on va compléter ça avec un déploiement qui est assez correct. Compte service, c'est un service. Alors, vous allez maintenant me dire ce que je dois faire. REST controller. Quelle interface? Compte métier. Très bien. AutoWired. Quoi d'autre? Les méthodes par délégation. Alors, source, générer les méthodes déléguées de méthodes. Alors, j'ai les mêmes méthodes. Et après, donc, je vais utiliser donc les annotations request mapping. Value. C'est compte. Et après, méthode. Méthode égale request. Méthode. Quelque chose qui manque? Point post. Slash. Oui. Alors ici, on va utiliser request body. Vous avez compris le principe.
Là, c'est get. Mais pour consulter un client, alors si vous respectez le service plutôt RESTful, plutôt la norme RESTful, pour consulter un compte, je l'avais déjà expliqué si vous vous rappelez. On va utiliser un param, pas de param, n'est-ce pas? On va utiliser compte slash code. Compte slash le code, je consulte le compte dans le code égale valeur. Alors pour spécifier ici comme cas code, ça représente ce path param. Alors on va utiliser la notation. Alors path variable. Alors avec les annotations RESTful, JAX RS, c'est path param. Mais pour Spring, c'est path variable. Parce que là, il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'utiliser REST controller, c'est-à-dire vous utilisez Spring. Okay? Donc vous utilisez path variable. Alors, on va essayer de tester. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui manquent à régler. Alors, on va tenter d'ajouter un compte. Alors, pour ajouter un compte, alors c'est post. Nous avons utilisé post. Mais pour envoyer les informations sur le compte, on va envoyer les informations, à savoir le code. Il n'est pas auto-increment, donc on aura besoin de spécifier le code. Le code du compte pour nous, c'est CC1 par exemple. Et après le solde. Le solde 2000. Alors, vous n'avez rien à perdre si vous mettez des chiffres qui sont relativement très grands. Soyez généreux. C'est bon? Oui. Alors, d'après vous, est-ce que ça va marcher? Oui. Ben, ça ne va pas marcher. Hein. Pourquoi? Regardez. Vous aurez une exception qui vous dit qu'il ne peut pas construire une instance de la classe count parce que la classe count, elle est abstraite quelque part. Je vois abstract, non? Abstract. Voilà. Parce que pour le moment, vous lui dites je vais ajouter un compte. Pour lui, il va... en fait, c'est qui fait le mapping objet JSON? C'est Jackson. Il ne faut pas oublier ça. C'est quand dans votre classe path, quand vous avez intégré, si vous regardez donc les dépendances, vous trouverez l'API Jackson. Vous devrez la voir ici. Elle est là. Alors, pour faire le mapping objet JSON, tout ce qui fait marcher les choses maintenant jusqu'à présent, c'est que derrière, il y a le Jackson qui est une implémentation qui permet de faire le mapping entre objet et JSON. Alors, Jackson, si vous voulez, c'est l'équivalent de JAXB. JAXB pour faire le mapping objet XML. Alors, dans les spécifications Java, il n'y a pas d'implémentation qui permet de faire, comme JAXB, qui permet de faire le mapping objet JSON. Donc, du coup, vous utilisez Jackson ou il y a une autre API qui s'appelle JSON avec un G, Google, G. Alors, d'ailleurs, on va l'utiliser quand on va créer une application mobile, JSON. Ça, c'est un exemple. Également, c'est une API qui permet de faire le mapping objet JSON. Alors, de toute façon, quand vous dites request body, c'est que vous êtes en train de dire à Jackson, parce que c'est lui qui fait la sérialisation XML. Vous récupérez les données JSON et tu vas les stocker dans un objet de type count. Or, pour nous, pour le moment, il a compris qu'il doit instancier la classe count. Et comme c'est une classe abstraite, ça n'a pas marché. Alors pourquoi? Il ne peut pas savoir maintenant est-ce qu'il s'agit d'un compte courant ou bien d'un compte épargne. Alors comment on va régler le problème? Il faudrait penser à envoyer dans l'objet de JSON le type. Par exemple, on va ajouter un attribut type dont la valeur égale, par exemple, CC. Comme ça, il devrait comprendre comme quoi il s'agit d'un compte courant. Mais comment il va comprendre? Jusqu'à présent, il ne peut pas savoir. N'est-ce pas? Il faudrait utiliser des annotations qui permettent de lui indiquer ça. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai affiché quelques annotations. C'est là on va les utiliser. Alors, pour régler ce problème-là, il faudrait revenir sur la classe count, comme c'est une classe abstraite, qui possède des classes dérivées.
Alors, ils sont là, les entités. Alors, je suis bien sur le bon projet. Alors, DAO, voilà. Il y a les entités. Il y a la classe compte. Alors, ici, donc, vous voyez, donc, on a utilisé ici inheritance, discriminator colon, discriminator value. Alors, ça, c'est pour GPA. C'est pour faire le mapping objet XML. On aurait besoin des annotations similaires pour faire le mapping objet JSON. Alors, comment? Alors, ces annotations-là, vous utilisez une annotation qui s'appelle JSON type info. Alors, JSON type info, donc, dans laquelle vous spécifiez un ensemble de paramètres. La première, c'est use, dans laquelle vous mettez JSON type info point égale JSON type info point id.name, c'est-à-dire vous allez vous baser sur le nom d'une propriété pour faire la distinction entre les comptes courants et les comptes épargne. Et après, la deuxième, c'est include. Alors, vous utilisez dans la valeur, vous mettez JSON type info. Voilà. Type info point as point property. Il s'agit bien d'une propriété. Et après, vous spécifiez la propriété elle-même. Comment vous voulez appeler la propriété? Faites le nom de la propriété, c'est ce que nous allons spécifier ici. Alors nous, on va choisir d'utiliser une colonne qui s'appelle type. Alors on peut l'appeler comme on veut. Alors ici, donc la propriété s'appelle type. Ça veut dire que quand il y a un objet de JSON qui contient une propriété type, alors il sait très bien qu'il s'agit d'une classe dérivée. Alors maintenant, j'ai besoin d'ajouter la notation JSON sub types. Alors les types dérivés. Alors ici on va spécifier donc un tableau parce qu'il y a plusieurs. Alors on va utiliser donc JSON quoi? Type. Type. Non, type direct. Ah oui, la notation type, tout à fait. Alors type, mais il faut faire attention, il faut utiliser des trucs de Jackson. Alors type, vous avez deux valeurs, name. Alors par exemple ici cc et value, c'est compte courant.classe. Virgule, la notation type, name, ce, value, égale, compte épargne, point classe. Vous avez réglé le problème. Oui. Un type par défaut. Je ne me suis pas posé la question, mais logiquement, je ne peux pas te donner la réponse maintenant, mais il faut tester. Mais je suis sûr qu'il y aura cette possibilité. C'est-à-dire un type par défaut. Si on ne spécifie pas le type, il va choisir le type par défaut. Je crois qu'il devrait y avoir une solution, mais si ça n'existe pas, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que quand vous créez, de toute façon, il faut toujours spécifier quel type de compte que vous allez créer. Mais à mon avis, si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver qu'il y a des possibilités. Alors pour tester ça, on va essayer donc de redémarrer. Il y a des erreurs de code. Alors à quel niveau? Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le projet, il y a un petit souci. Bon.
Bon, le téléphone il est déjà éteint, donc est-ce que ça c'est un problème qui est aux dépendances? Pourquoi j'ai ces problèmes-là? C'est pas normal. Vous n'avez rien changé en Je n'ai rien changé dans le projet, dans les dépendances. Alors l'application. Et quelqu'un qui a une connexion Internet? Oui. La salle. Partagez C'est chauffe La salle 72, ça marche? Nokia. C'est YA2SI. Y. A2SI. 2S. 2S. Vous notez son mot de passe. 2S. YA2SI. Moins. Alors, Pardon. moins. ELGH. Comment? ELGH. ELGH. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là là, voilà. Vous pouvez consulter sa boîte de messagerie avec ce mot de passe pour voir si... Alors, je n'ai rien changé dans ce projet. Il y a des petits problèmes. Ils sont dus à quoi? Bon, le class path. C'est dans les dépendances Maven. Alors, donc... je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Je n'ai que consulté. Je ne sais pas si peut-être j'ai supprimé des choses par erreur ou j'ai déplacé. Alors en tout cas, j'ai besoin juste d'utiliser Update Project et après vous forcez la mise à jour donc du class path. Alors il n'est pas encore connecté. La salle 72 est connectée? Apparemment, Candy connecté, c'est bon. Alors on attend toujours quelque chose. Pas d'accès Internet. Yassine, ta machine n'est pas connectée. Si. Il est connecté? Vous venez de vous déconnecter, ça se continue connecté. Je suis connecté. Vous êtes déconnecté. Non, je ne suis pas déconnecté. Ouais. Connecté. Oui, donc je n'arrive pas à me connecter avec mon téléphone. Alors la salle 72, ça marche? Ça marche pas? Ça marche? Alors en même temps, je vais démarrer mon téléphone. Comment? Le modem. Alors. Il faut qu'on termine ça avant midi. Quelle heure il est? Il reste 30 minutes. Oh, je dois l'installer et tout ça, donc c'est pas le moment. Donc si vous pouvez... Ah bon, c'est bon. Quoi, la salle 67, ça fonctionne. 65. Il n'y a pas d'accès? plusieurs téléphones chez support. Donc c'est pour cela que... apparemment ضربوا بواحد يتكسر غير متقص ضربوا بواحد يسمى باش تبدا ما يجي تكونيك لا زي شونجي
Bon. Alors en tout cas, ça c'est un problème pour le moment, il est inexplicable. C'est un problème. Il faut trouver une explication scientifique. Mais de toute façon, c'est un problème qui est. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand vous voyez un point d'exclamation comme ça, si vous regardez, c'est un problème dans les dépendances. Maven. Alors, l'origine du problème, c'est quoi? Alors, c'est parce que nous avons une connexion qui est trop lente encore. Ben, je vais la changer. Alors, le mot de passe, il est là. Voilà. Bon, il y avait un petit problème. Bon, il faut poser la question à Maven ou à Spring pour voir. C'est quoi ce problème. Donc, bon, à un moment donné, j'étais pas. Logiquement parlant, je n'avais pas besoin d'être connecté, mais il se trouvait qu'au niveau des dépendances, il y a quelque chose qui s'est passé. L'origine du problème, je ne le connais pas. Alors, bien sûr, la solution la plus simple, c'est que quand vous avez ce genre de problème, c'est Maven, update, et après, vous forcez donc la mise à jour du class path en fonction des dépendances Maven. Alors, on était sur le point d'exécuter l'application. Run Java application. Et on était sur le point de tester la création d'un compte. Alors, Run Spring Boot Application. Java Application, Spring Boot Application. C'est la même chose. Alors, donc, j'ajoute un compte courant, CC1, le code, le solde, le type, c'est un compte courant. Et après, je peux ajouter, par exemple, le découvert. Comme c'est un compte courant, c'est le découvert. Oui, on y arrivera. Le découvert égale, par exemple, 3000. Envoyer. Ça marche. J'ai un compte courant, le code. Ça ne doit pas marcher parce qu'on a utilisé le même code. Quel code? CC1. Non, mais tout à l'heure, il ne l'a pas ajouté. Ah, d'accord. Alors, si vous regardez donc la table compte, bon. Alors, tout ça, c'est trop grand. Alors, la table compte,
Alors, qu'est-ce que je vois là? Donc, le type c'est CC, le compte CC1. Bon, la date de création, donc j'ai la date nulle, par défaut. Alors, on devrait mettre la date système. Le solde, l'auto, il est nul, le découvert, il est là. Le code client, nul, nul. On n'a pas spécifié le client, on n'a pas spécifié l'employé. On va vérifier également pour un compte CC2. Alors, si vous voulez utiliser la date système, à quel moment vous allez changer? Bon, c'est dans la couche, c'est une règle métier si vous voulez. Alors vous allez vers la couche métier, dans compte métier implémentation. Quand vous dites d'ajouter un compte, avant de l'ajouter, vous mettez cp. Cette date création, c'est new date. Alors là, vous dites que chaque fois que je crée un compte, il va utiliser la date système. Vous pouvez faire directement sur le constructeur. Vous le faites le constructeur, au niveau du constructeur, de la classe compte. Mais généralement, comme c'est une entité, on ne programme rien dans les entités. Que ce soit un peu plus léger, mais de toute façon, vous pouvez faire ça. Alors, on n'a pas encore ajouté CC2. Alors, CC2, vous voyez donc, c'est la date système, elle est là. Alors, en disant la date, elle est convertie en time. Ce que vous voyez là, c'est time. Mais par la suite, quand on va afficher, on peut afficher donc la date avec le format qu'on veut. Et d'ailleurs, vous voyez donc le solde, le client, la liste des opérations nulles, etc., le découvert. Alors, on va ajouter un compte épargne. CE1. Alors ici, ce n'est plus le découvert, c'est l'auto. C'est le type. Le type, c'est CE. Tout à fait. Ça marche. Alors, vous venez de régler un problème. Si vous n'avez pas ces annotations, JSON type info, il faudrait penser à créer une méthode pour ajouter les comptes courants et une méthode pour ajouter les comptes épargne. Une méthode pour ajouter les classes filles, etc. Et du coup, donc, vous allez avoir un type de programmation qui est très complexe. Et quand vous avez une hiérarchie de classes, vous pouvez toujours généraliser. Et ce qui règle le problème, c'est généralement les annotations. Alors, maintenant, on a dans le compte, vous avez CC1, vous avez les différentes valeurs, ici, comme vous voyez. Là, a priori, pas de problème. Alors, mais, si vous voulez créer un compte appartenant à un client, qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Alors, on va ajouter un compte CE2. C'est un compte épargne pour un client. Client, c'est un objet. Donc, client, c'est un objet. 2 points. Les accolades. Ici, code client. 2 points. 1. Et la même chose, pour spécifier en quoi il est créé par tel employé, on va ajouter la même chose. Mais regardez bien. Regardez bien. Alors, envoyer. On devrait changer ça. Non, c'est bon? Le code? C'est bon. Alors, vous allez voir un phénomène. Regardez ça. Tu reportes ta question, mais on a un autre problème. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de la récursivité, la boucle infinie dont j'ai parlé. Alors, si vous regardez, vous allez voir que votre application, elle est bloquée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce qui s'est passé, en fait, il a déjà ajouté le compte. Si vous regardez la table, compte, vous trouvez qu'il a ajouté CE2. Il n'y a pas de problème. Il l'a ajouté. Mais appartenant au client 1, il n'y a pas de problème. Mais après, il va retourner le compte. N'est-ce pas? Il vous retourne le compte qu'il a créé. Mais quand il a retourné le compte qu'il a créé, ben, on est tombé dans un problème de récursivité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir le compte en format JSON, mais dans le compte, il va trouver un objet. Alors, pourquoi maintenant? Vous avez un compte qui est associé à un client.
Mais il va trouver encore compte client, le nom client, il va trouver la liste des comptes. Il va trouver le même compte, il revient. Donc là, on est dans une boucle. Alors, les associations bidirectionnelles, il faut faire attention quand vous les utilisez au niveau de la sérialisation XML et JSON, ça crée cette récursivité qui permet c'est-à-dire d'avoir un résultat sans fin. Alors, c'est pour cela qu'il fallait attendre jusqu'à ce que l'application s'arrête. C'est normal, ça doit s'arrêter parce que quand vous savez, quand vous avez une récursivité, après vous avez la pile, hein, la pile à un moment donné mémoire et elle devient saturée et du coup donc à un moment donné il s'arrête. Vous aurez des trucs comme overflow. Et d'ailleurs vous allez voir des exceptions. Alors, on espère aussi que parfois, on espère que la machine n'est pas bloquée, donc c'est bon. Alors vous voyez donc une exception, la même exception qui se répète, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème? JSON ignore. Alors on revient sur les entités. On va dire que dans la classe client, de préférence, c'est que dans une classe, quand vous avez une collection, par défaut, vous la mettez, vous l'ignorez. C'est-à-dire JSON ignore. C'est-à-dire que c'est normal. Quand je consulte le client, je n'ai pas besoin de ramener avec la liste des comptes, n'est-ce pas? Ben, du coup, donc, qu'est-ce qui se passe quand il va consulter le compte en format JSON, quand il va le convertir en format JSON, on aura donc les informations sur le compte, mais quand on arrive au client, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le code client, le nom client, mais là, on trouve qu'il est ignoré, du coup, donc il ne va pas être sérialisé. Monsieur, puisqu'il est ignoré, pourquoi ne pas l'enlever carrément? C'est ça l'idée. En principe, si vous regardez dans votre application, si vous regardez dans toute votre application, si par exemple cette collection, vous n'aurez jamais besoin d'utiliser cette collection. Ben, vous allez vous rendre compte finalement que vous auriez dû faire une association qui est unidirectionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Quand vous avez des associations one-to-many, d'accord? One-to-many ou bien many-to-many, essayez de préférer, je parle de one-to-many, c'est le cas le plus clair. Quand vous avez one-to-many, donc vous essayez donc d'utiliser une association qui est pas bidirectionnelle, unidirectionnelle. C'est-à-dire vous utilisez que many-to-one. Parce que de toute façon, vous en aurez besoin. Many-to-one, c'est obligatoire. Alors qu'il y a des cas particuliers dans lesquels vous aurez besoin de one, de l'autre côté, c'est-à-dire de la partie inverse. Et c'est à ce moment-là que vous l'ajoutez. C'est-à-dire vous préférez toujours des associations unidirectionnelles. Mais si vous mettez des associations bidirectionnelles, ayez le réflexe, à chaque fois, dans la collection, vous mettez JSON ignore. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il se peut que parfois vous la mettez sur l'autre côté. C'est-à-dire vous la mettez sur client, et vous la gardez et vous gardez la collection. Donc tout dépend, en quelque sorte, du cas. Parce qu'on aurait pu résoudre le problème autrement. C'est-à-dire dans le compte, ici dans la collection, plutôt dans la méthode getClient, j'utilise ici JSON ignore. C'est-à-dire, il va pas, quand je consulte le compte, je n'aurai pas les informations sur le client. C'est bon? Alors on va regarder ce qui se passe maintenant. Alors, je vais ajouter un compte CECC3. C'est un compte courant avec un découvert. Alors, tout à l'heure, le taux d'intérêt, on l'a gardé à 3000. Taux d'intérêt 3000. 3000 quoi? C'est de la folie, ça. Alors, le découvert, 6000 dirhams. Mais le taux d'intérêt, c'était pas 3000. Découvert, client. Alors, on va le garder. Alors, vous allez voir que cette fois-ci, c'est bon, ça marche, il consulte le client. Mais quand on consulte le client, on a, plutôt le compte, on a uniquement l'information sur le client. Mais dans le client, je n'ai pas la liste. Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que je vais avoir? Dans le client, j'aurai la liste des comptes. Et dans chaque compte, j'aurai encore le client. Ben, vous voyez donc, c'est l'infini. C'est bon? Bon, on va faire la même chose pour employé. Supposons que je voudrais ajouter un compte CC4.
Mais cette fois-ci, je vais ajouter créé par quel employé? La même chose, l'employé, code employé, 2.2. Alors l'employé, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que nous avons une association qui est unidirectionnelle, n'est pas bidirectionnelle. C'est clair? Et après, on aura encore le problème entre compte et opération, parce que c'est une association qui est bidirectionnelle. S'il y avait des opérations maintenant créées, on aura le même problème. Alors maintenant, pour consulter un compte, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est /compte / le code, cc2. Parce que nous avons utilisé dans notre service une requête avec get, avec un path parent, n'est-ce pas? Alors vous avez le compte. Alors le service compte service compte service. Alors vous voyez donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons compte / code. Donc c'est un path variable. Alors c'est CC1. C'est ça. CE1. Alors remarquez bien qu'il vous ajoute également à chaque fois le type. Vous voyez? Dans la classe compte, est-ce qu'on avait l'attribut type? Non. C'est la notation JSON type info qui permet que voilà, d'ajouter cette propriété type pour dire qu'il s'agit d'un type compte épargne. Alors si c'est un compte épargne, j'ai le taux d'intérêt. C'est dans le cas où on passe plusieurs informations. Par exemple, on passe le code et autres variables aussi. Fin. Ici? Non, mais on y arrive. Vous voulez envoyer plusieurs paramètres. Il y a plusieurs solutions. Là, généralement, quand vous voulez consulter une ressource, sachant sa clé primaire, généralement, dans le reste, c'est ce qu'on fait. Compte / le ID. Alors maintenant, si vous voulez consulter, faire appel à une opération avec beaucoup de paramètres, après, il y a d'autres manières. Vous pouvez utiliser request parent, vous pouvez utiliser pas mal de... D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pour les opérations. Par exemple, pour effectuer un versement, on a besoin de spécifier le code et le solde, n'est-ce pas? Alors, la dernière étape de tout ça, c'est pour gérer les opérations. Alors, si vous voulez gérer les opérations, là, c'est la partie la plus importante de l'application. Pourquoi? Parce que vous savez que les mouvements sur les comptes, c'est la grande partie des données. Si vous allez vers une agence bancaire, tout le quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que des versements, des retraits, des virements. Reversement, retrait, virement. C'est-à-dire c'est la partie là où il y a beaucoup de données. Alors, c'est pas tout le temps qu'on va créer des comptes, n'est-ce pas? De temps en temps, on va créer des comptes, mais une fois qu'on crée les comptes, par la suite, viennent les opérations sur le compte. Alors, nous, on a déjà créé un microservice pour ajouter un nouveau compte quand on en a besoin. Mais après, on va créer un microservice pour gérer les opérations. Alors, dans notre cas, on a besoin d'effectuer un versement, d'effectuer un retrait et d'effectuer un virement. Alors, on va créer une interface métier. Alors, qu'on va appeler opération métier. Alors, une méthode pour effectuer le versement. Public. Alors, quand on effectue un versement, qu'est-ce qu'on va retourner? Alors, quand on effectue un versement, on va retourner quoi? Alors, soit un booléen, soit on retourne carrément le compte sur lequel nous avons fait l'opération. N'est-ce pas? On peut utiliser, par exemple, pour le moment, booléen, si vous voulez. Si vous voulez faire quelque chose de plus simple. Alors, booléen, verser. Compte. CP. Public. Alors, c'est pas compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous ne me suivez pas? Verser. Pour effectuer un versement, j'ai besoin de connaître quoi? Le code du compte. J'ai besoin de connaître le solde. Alors, la même chose pour le
le retrait. Non, la date, on va supposer que c'est la date système. Retirer. Et le virement. Alors pour le virement, on a besoin de deux comptes. Compte 1 et compte 2. Logiquement parlant, vous aurez besoin aussi de spécifier l'employé qui a effectué l'opération. Si on ne le spécifie pas, ça signifie que, par exemple, au moment de la création, on va supposer que l'employé, c'est l'utilisateur qui est authentifié. C'est-à-dire qu'en fait, le code d'employé, vous pouvez toujours... ce qui se passe souvent, c'est que l'employé qui utilise l'application, il est authentifié. Une fois qu'il est authentifié, il se trouve dans la session. Et après, vous utilisez à chaque fois donc, la session de l'employé pour la... Mais effectivement, si vous voulez faire les choses d'une manière correcte, vous ajoutez donc une opération écrite par un employé. Donc logiquement, vous ajoutez le code de l'employé qui a, si vous voulez garder la trace de l'employé qui a effectué l'opération. La même chose ici. Langue, code, employé. Bon, parce que là... Alors ici, donc, il y a deux comptes, n'est-ce pas? Deux comptes. Il y a le compte 1 et le compte pour le virement. Effectuer un virement d'un compte vers un autre, avec un montant. Quel type? Vous parlez de quel type? Alors au lieu de solde, c'est plutôt montant. Le montant de l'opération. Vous voulez parler de le type d'opération? Quel type de compte? Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de connaître que le code. Si vous voulez effectuer un versement, vous lui dites j'ai le code, mais après automatiquement, on va chercher le compte et on saura est-ce qu'il s'agit d'un type courant ou bien d'un compte épargne. C'est bon? L'interface? Non. c'est la couche métier. Mais on ne peut pas le vérifier dans l'interface. Tu veux qu'on ajoute quelque chose? Non. La classe. La classe, oui. C'est bien, ça veut dire que tu es en avance. Ouais, c'est bien. On va créer la classe. Déjà, il est en train de... C'est déjà pour lui midi, il devrait sortir, c'est ça? Alors, attention, on est en retard. Alors, opération, métier, implémentation. On implémente l'interface opération métier. Alors, verser. Alors, tout d'abord, c'est la notation service. Vous déclarez un objet de type opération repository. Mais vous aurez également besoin de quoi? Compte repository. Alors voilà, une implémentation, vous aurez besoin de gérer le compte et les opérations. Donc vous allez déclarer donc compte repository également. Compte repository. Et vous utilisez donc AutoWired pour les deux. C'est normal, parce que pour effectuer un versement, il faut tout d'abord charger le compte. Alors pour charger le compte, on va faire appel à compte CP égale. Donc j'appelle compte repository. Alors la méthode s'appelle find one, n'est-ce pas? Find one code. J'ai le compte. Alors, comme c'est un versement, je vais créer une opération de versement. Donc, je vais créer un objet versement. On n'a pas implémenté cette... Alors, versement. Ah oui, elle est là, je te donne. si. Elle est là, versement. Retrait. Je crée une opération qui peut être soit un versement, soit un retrait. Alors, si vous voulez, à 100 E. Ah, d'accord, c'est ce que je voulais dire. Alors, opération.
opération, une opération, si vous voulez. O égale new versement. Ah, versement. D'accord. Oui. On a oublié un E au niveau de la classe. Je crée un versement. E.set. Set la date d'opération, c'est quoi? New date. O.set montant de l'opération. C'est le montant. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez lui associer le client, l'employé, il faudrait également déclarer employé repository. Employé repository. Même chose. AutoWired. Alors, employé repository. Vous avez chargé le compte. Vous allez charger l'employé. Égal, c'est employé repository point get one find one. Vous suivez bien, sinon vous sortez pas. Alors, le problème c'est que c'est moi qui dois partir. Comme il dit, je devrais être déjà à l'extérieur. Alors, cette date opération, cette montant, quoi d'autre? Alors maintenant, on va associer au point. C'est quoi le compte? C'est CP. Et c'est quoi l'employé? C'est Et après, qu'est-ce qu'on va sauvegarder? C'est maintenant, on va vers opération repository point save. On va enregistrer l'opération O. OK? Mais il faut mettre également à jour le solde. Le solde du compte. C'est-à-dire cp.set solde à quoi est égal? C'est cp.get solde auquel on va ajouter le montant. Et si tout marche bien, on va retourner. Monsieur, on doit mettre à jour là le solde, le nouveau solde. Ah ouais. Oui, tu me dis de c'est solde. C'est bien flash. Il le fait. Alors tout ce que vous faites là, parce qu'il ne faut pas oublier que ici on va utiliser les transactions. Alors ici donc on va ajouter la notation transactional. Voilà, c'est pas ça. Transactional. Du Spring. Transactional. C'est pas le moment de faire ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, ici, normalement, c'est que toutes les méthodes métiers doivent être transactionnelles. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait ouvrir une transaction. C'est-à-dire que le code que j'ai écrit dans la méthode versée, soit que tout marche, soit rien. C'est-à-dire que j'ouvre la transaction, j'effectue tous les traitements. Si tout se passe bien, alors transactionnel, mais il faut faire attention, c'est pas JavaX, c'est Spring. Alors le fait d'ajouter la notation transactionnelle, ça veut dire que la méthode versée, elle est transactionnelle. Donc ça veut dire Spring, il va ouvrir la transaction ici, il fait appel à la méthode versée. Alors si tout se passe bien, il fait un commit à la fin. S'il y a une exception, il fait un rollback. N'est-ce pas? Bon, ça veut dire que toutes les opérations que vous faites là, une fois qu'il valide la transaction, il fait les opérations comme il faut. Alors si vous voulez, mais c'est pas encore, vous pouvez améliorer, hein, parce que si le compte n'existe pas, il génère une exception. Normalement, si le compte n'existe pas, il faudrait générer comme quoi une exception, plutôt runtime exception. Alors pour retirer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un copier-coller. Même chose. La seule différence, c'est que ici, au lieu de créer versement, on va créer un retrait. Et ici, donc, on va, au lieu de plus, on va mettre moins. C'est réglé? Mais lui, il veut qu'on teste le montant, on va le tester. Hein. Alors, on ne peut pas faire cette opération. On va faire ici, if cp.getMontant
CP. Justement, ton directeur. CP.getSold. Alors, s'il est inférieur à montant, on va générer une exception. Throw new runtime exception. On va même l'appliquer la fonction, ça fait le return false ou ça. Non. Return false, c'est parce que ici, il faut générer une exception, parce que c'est un cas exceptionnel. Donc, on va dire solde insuffisant. Alors, comme ça, le client, quand il fait l'opération, il reçoit quand même le solde, il reçoit une exception. C'est tout. C'est bon? Oui, vous changez l'objet, mais automatiquement, il ne faut pas oublier que vous utilisez find one. N'est-ce pas? Vous avez chargé un compte, vous l'avez modifié. Mais une fois que vous validez la transaction, s'il y a des modifications dans l'objet, il va les répercuter au niveau de la base de données. Même si elles sont. On a passé par CVN Flash. Vous n'avez pas besoin, c'est auto. Vous pouvez le faire. Mais ici, donc, du moment que vous avez des méthodes transactionnelles, ici, donc, alors la même chose, la notation transactionnelle, vous allez l'utiliser sur les autres méthodes. N'est-ce pas? Si vous voyez que toutes les méthodes sont transactionnelles, vous la mettez dans la classe. Et comme ça, toutes les méthodes sont transactionnelles. Alors, pour le virement, c'est plus simple, on va utiliser, on va retirer à partir de compte 1 le montant, code employé, et après on va verser. Compte 2, montant employé. Et on va retourner tout. Alors ici, la même chose. Alors, on est un peu pressé par le temps, mais vous pouvez... Mais ça, vous voyez donc le rôle de la couche métier? C'est implémenter la logique métier. Généralement, tout se fait à ce niveau-là. Alors, si vous voulez tester, donc, on aura besoin de créer un service. Alors, je crois que je ne pourrai pas terminer cette partie-là. Alors, on va faire de mieux. Alors, classe, opération, reste, service. Donc, ici, reste controller. On aura besoin d'appeler l'interface opération reste service. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est... Vous suivez pas? Opération métier. Wired. On va générer les méthodes. Source. Delegate méthode. Et après, on va faire les annotations. Alors, request mapping. Alors, value. Alors, ici, on peut utiliser opération. Si vous voulez, ici, on va utiliser, par exemple, versement. Versement. Alors, quelle est la méthode qu'on va utiliser? Alors, ici, on va utiliser put. Pourquoi put? Alors, post-put, ça va marcher de toute façon, c'est la même chose. Alors, pourquoi put? Parce qu'un versement, normalement, c'est une mise à jour du solde, n'est-ce pas? Un versement. Il s'agit de mettre à jour le solde. En quelque sorte, il y a un update, mais également, c'est un ajout d'une opération. Donc, on va utiliser request method.put. Alors, maintenant, ces paramètres-là, il faut les récupérer cette fois-ci sous forme. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. On va utiliser cette fois-ci request param. Pourquoi? Parce qu'on va c'est pas des données au format JSON. Donc, on va les envoyer dans le corps de la requête. Request param. La même chose ici. Request param. Alors, c'est la même chose pour retirer. Alors, ce qui serait de mieux, c'est de faire ça, copier tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et on va changer ici. Retrait. La méthode, retirer.
C'est bon? C'est bon? Il y a un T qui manque. Alors, on fait la même chose pour le virement. Alors, c'est pas les mêmes paramètres, hein. Allez-y, on fait ça. Virement. Alors, le virement, on va utiliser toujours put. Alors, pour les paramètres, la même chose, on va utiliser donc des request parent partout. Voilà. Vous avez créé le service. Et on va tester. Alors, espérons qu'il n'y a pas d'oubli quelque part. Alors, logiquement, donc, pour faire maintenant un versement, on devrait effectuer un versement. Quelle est la méthode qu'on va envoyer? Versement, put. Alors, put. Quoi? Est-ce qu'on va envoyer des données de JSON? Non. Bon, ce n'est plus JSON, on va utiliser ça. Application X3W form encoded. Et le corps de la requête, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, pour ajouter, j'ai besoin d'envoyer le code égal à quoi? Code égal par exemple cc1 and montant égal à quoi? Égal 5000. Et le code de l'employé, alors on l'a appelé comme ça? Code employé égal à 1. Donc ici vous êtes en train d'envoyer une requête HTTP dont le corps contient des données en format 3W form URL encoded. Alors envoyer. Alors si tout se passe bien, vous avez a priori l'opération est effectuée, mais il faut bien observer ce qui se passe dans la base de données. Alors déjà, il faut voir, bon à nouveau il faut consulter, connecter. Bon, j'ai le timeout qui a expiré. Nous avons la opération. Alors on voit bien qu'il y a une opération de type versement. J'ai un versement, le numéro de l'opération, la date de l'opération, 5000 pour le compte, c'est un qui l'a effectué, c'est l'employé. Normalement, le solde devrait changer. Alors pour cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire pour tester la deuxième opération? Alors on va consulter le compte CE1. Bon, CE1. Non, CC. Non, mais un compte quelconque. Regardez le solde. Le solde, il est... Oui, j'ai besoin de consulter deux comptes. CC1, parce qu'on va faire un virement. CC1. Oh. Mais c'est quoi ça? Ça se termine jamais. C'est une boucle infinie. Parce que vous avez un compte qui contient des opérations. La liste des opérations. Dans opération, vous avez compte. Bon, à nouveau, on a le même. Regardez. Vous voyez donc l'association bidirectionnelle. Une fois que vous avez donc une association bidirectionnelle, il faudrait que ça soit ignoré quelque part, soit dans un sens ou dans l'autre sens. Si on est obligé d'attendre un petit moment. Allez, on va attendre un petit moment, on va arrêter le serveur. Bon, on arrête la séance tout simplement. De toute façon, vous savez maintenant, vous connaissez la solution. Bon, ça ne devrait pas... Non, en fait, arrêter le serveur, parce qu'il a proposé d'arrêter le serveur, je ne suis pas sûr. Hein. Si je clique sur le serveur, parfois vous pouvez carrément bloquer la machine. Il y a des circonstances dans lesquelles vous pouvez bloquer votre machine. Mais quand vous êtes dans ce genre de situation, il vaudrait mieux attendre un petit moment. Voilà, 30 secondes. Bon, moi, de toute façon, si on avait le temps, on peut tester. Mais ça va finir bientôt. Voilà.
Très en retard. Alors, vous voyez les données? Un compte a une opération, opération est liée au compte, opération compte, compte opération. Ça, c'est de la folie. Bon, c'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème? Dans compte, vous avez la collection des opérations. On ne veut pas consulter les opérations. Donc, ici, on va utiliser des zones. C'est ça, Non, on n'a pas besoin. C'est alors, CC1. Donc, on va consulter CC1. Alors, pour le moment, le solde, il est à 55 000. Et CE1, le solde, il est à 50 000. On va effectuer un versement à nouveau de 2000. Vous consultez, ça c'est CC1. Vous voyez, donc le solde a bien changé. Quoi d'autre? On va effectuer un retrait. Bon, sur le même compte pour ne pas trop faire des choses. Alors ça c'est 200. Alors, on va retirer 1350. C'est le petit versement de retrait. Ah d'accord, ça c'est le retrait. Tout à fait. Envoyer. A priori ça passe. Le retrait, le solde a changé. Alors en même temps, si on regarde la liste des opérations, on voit qu'à chaque fois il y a des opérations. Donc on garde l'historique. Donc c'est parfaitement bien, ça marche bien. Le virement. Alors le virement, donc je vais effectuer un virement. Oui. Alors pour le virement, on va utiliser compte 1. Je vais faire un virement de compte, plutôt compte 1 égale CC1, compte 2 égale CE1, and le montant de l'opération, je vais effectuer un virement de 1111. Envoyer. Le virement, ça marche. Alors, en principe, on a effectué un virement. Donc ici, on devrait avoir moins 1111. Ça marche. Et pour CE1, vous avez, voilà, 1111 qui a été ajouté. Donc le virement a été bien effectué. Mais dans le virement, on devrait avoir deux opérations. Alors si vous consultez ça, vous allez trouver, voilà, une opération de retrait et une opération de versement. C'est bon? Il vous reste une dernière méthode que vous allez ajouter vous-même, c'est consulter les opérations d'un compte. Alors, pourquoi? Parce que ce que je vous demande de travailler maintenant pour la prochaine fois, c'est cette application-là. Bon, c'est-à-dire que vous avez pratiquement tout. Donc, je veux consulter un compte. Donc, vous tapez le numéro de compte, vous allez avoir les informations sur le compte. Ça, vous l'avez déjà. Vous avez déjà une méthode qui permet de retourner un compte. Alors, vous avez le solde, vous avez la date de création, vous avez le type, etc. Et après, un formulaire pour effectuer soit un versement, soit un retrait. Mais en même temps, vous retournez la liste des opérations, mais cette fois-ci avec des pages, n'est-ce pas? On consulte. Donc, il vous faut encore une autre opération dans le service. Consulter une page d'opération. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois, comment utiliser donc, la pagination. Alors, on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. Donc, maintenant, vous allez avancer votre projet, vous allez avancer par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui. La prochaine fois, vous allez faire la même chose. Donc, c'est-à-dire que lundi prochain, vous allez remettre l'état d'avancement. Comme ça, on aura l'occasion donc d'aborder cette partie-là donc d'une application web et de vous parler de quelques éléments peut-être que vous ne connaissez pas. Et après, donc, je vous laisserai vous-même travailler le reste de l'application. C'est bon?